Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Histoire vraie de crime. Aujourd'hui, je vous emmène dans les rues de Détroit, ville mythique qui, malgré ses difficultés économiques passées, tente toujours de renaître et de retrouver une part de sa splendeur d'antan. Nous sommes en 2022 et même si le centre-ville affiche un certain dynamisme, les quartiers périphériques restent marqués par la criminalité. C'est justement dans ces zones industrielles délabrées que plusieurs disparitions ont semé la terreur parmi les habitants. L'histoire qui va suivre tourne autour de ces crimes et des secrets qui les entourent. Si mon contenu vous intéresse et que vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner à ma chaîne. Détroit avait déjà connu ses heures sombres, mais l'été 2022 sembla marquer un point de rupture. Au cours des mois de juillet et d'août, on signala successivement la disparition de plusieurs habitants. Parmi eux, il y avait une personne particulièrement appréciée par la communauté, à laquelle on prêtait une vie exemplaire. Cette victime, un individu discret et affable, était décrit par tous comme quelqu'un d'avenant, travaillant dans une petite entreprise locale de distribution. Selon les collègues, cette personne aimait profondément la musique jazz et s'était même portée volontaire pour jouer du saxophone lors d'événements caritatifs. Elle apparaissait souvent le sourire aux lèvres, offrant son aide chaque fois que l'occasion se présentait. Son entourage familial, constitué d'un parent âgé vivant hors de l'État et d'une cousine installée sur la côte ouest, la décrivait comme l'âme bienveillante de la famille, toujours prête à faire régner la bonne humeur autour d'elle. Lorsque cette personne cessa brusquement de donner des nouvelles, les connaissances réagirent immédiatement. Les plus proches amis contactèrent la police, s'inquiétant de ne recevoir aucune réponse aux multiples appels et messages. Personne ne comprenait comment une personnalité si stable, attachée à son travail et profondément impliquée dans les activités sociales du quartier, aurait pu disparaître du jour au lendemain sans raison. Les premiers examens du domicile ne révélèrent pas de désordre particulier. La maison était rangée, la vaisselle nettoyée, et rien ne semblait indiquer le moindre signe de lutte. La police elle-même fut contrainte d'admettre que la scène n'offrait aucune piste concrète. À la même époque, une autre affaire de disparition retint l'attention des médias locaux. La personne concernée était un livreur de nuit, connu de son voisinage pour effectuer des tournées à des heures tardives. Ses collègues confirmèrent qu'il était de nature ponctuelle et qu'il finissait toujours ses livraisons avant l'aube, jamais en retard. Un matin, un responsable d'entrepôt remarqua l'absence inhabituelle de la camionnette de service, censée être restituée en fin de shift. À l'endroit où l'employé aurait dû garer son véhicule, on ne trouvait rien d'autre qu'une bouteille d'eau vide. Rapidement, la famille et les amis signalèrent la disparition. Là aussi, aucun indice ne parut mener vers une quelconque explication. La tension monta d'un cran lorsque, quelques semaines plus tard, le corps du livreur de nuit fut retrouvé dans un ancien hangar abandonné. La police fut alertée par un gardien de nuit, un homme robuste qui inspectait le périmètre pour empêcher le vol de métaux. Dans un silence oppressant, il tomba sur une scène qui le glaça. La victime gisait au sol, le regard vide, les vêtements maculés de taches rouges déjà séchées. L'autopsie révéla des signes d'agression brutale, mais ce fut surtout la découverte d'étranges coupures sur les mains et au niveau du cou qui intrigua les enquêteurs. En fouillant l'entrepôt, on découvrit également un petit morceau de papier journal. Les mots inscrits dessus n'étaient pas clairement lisibles, à l'exception de 3 bribes, en langue étrangère: Samota, Strash et Duvera. Personne ne comprenait leur signification. Devant la violence apparente de ce crime et le modus operandi inhabituel, l'inquiétude s'empara de tous. En parallèle, une enquête similaire fut ouverte concernant la première personne disparue. Le quartier où celle-ci résidait commença à organiser des rondes et collecte de fonds pour engager, si nécessaire, un détective privé afin de retrouver la trace du voisin apprécié de tous. La police,
submergé par la recrudescence de dossiers non résolus, se retrouva à court d'effectifs. Cependant, un groupe de détectives, mené par une enquêtrice tenace et son coéquipier plutôt méthodique, entreprit d'établir des correspondances entre les différents cas. Les indices étaient hart maigres. On avait retrouvé le livreur, mais pas de traces de la première victime. Or, la présence du petit bout de journal laissait présager un geste très ciblé ou un rituel. L'enquêtrice principale, obsédée par ces quelques mots énigmatiques, entreprit des recherches linguistiques pour en identifier l'origine. Ses contacts lui confirmèrent qu'il s'agissait de termes venant d'Europe centrale et signifiant respectivement solitude, peur et confiance. Ces 3 mots allaient hanter les prochaines semaines de son investigation. Au moment où l'affaire prit de l'ampleur dans la presse locale, Rachel Henderson, une jeune femme de 29 ans arrivée à Détroit 6 mois plus tôt, vivait une existence qu'elle qualifiait elle-même de trépidante. Petite, brune et dotée d'un charme naturel, elle travaillait dans une agence de publicité dont le siège local venait de la recruter pour relancer l'image de certains commerces de la ville. Rachel s'adaptait rapidement aux nouveaux environnements, se faisant des amis un peu partout, grâce à sa nature avenante et communicative. Ses proches la décrivaient comme quelqu'un de sincère, passionné par l'art et la photographie, particulièrement attachée au dynamisme culturel du centre de Détroit. Elle adorait découvrir les bars de jazz, se promenait souvent près des anciens buildings pour capter des clichés urbains et n'hésitait pas à discuter avec les commerçants du coin, toujours curieuse de connaître leurs histoires. C'est dans le cadre de son nouveau travail qu'elle rencontra Daniel Willis. Un homme de 33 ans, grand, la silhouette athlétique, aux cheveux sombres coupés courts et au regard gris-bleu pénétrant. Lorsqu'il se présenta pour la première fois, il expliqua travailler dans la rénovation de bâtiments et de maisons anciennes. Il se disait constamment appelé d'un chantier à un autre, tantôt en périphérie, tantôt plus près du centre. Sa prestance et son aisance de parole le rendaient sympathique, et il semblait préférer écouter les autres plutôt que de se confier sur lui-même. Rachel fut rapidement conquise par cette aura mystérieuse. Elle l'invita à prendre un café, puis à sortir découvrir les clubs de musique locale qui pullulaient encore dans certaines rues. Selon elle, c'était un homme simple, qui aimait discuter de sport et se proclamait fier de ses origines rurales, évoquant une enfance sur une petite ferme de l'Iowa. Les premiers mois de leur relation se déroulèrent sans encombre. Rachel, heureuse, parla de Daniel à ses amis et vanta sa gentillesse, son sens de l'humour. Elle mentionnait toutefois qu'il restait relativement discret sur son passé, ce qui ne la dérangeait pas, persuadée que chacun avait droit à son jardin secret. Malgré tout, elle remarqua certaines incohérences dans ses récits. Une fois, il lui raconta avoir grandi entouré de chevaux et de champs de maïs, mais une autre fois, il laissait entendre que c'était une petite exploitation porcine. Elle mit d'abord ses contradictions sur le compte de l'embarras ou de la gêne qu'il pouvait ressentir en parlant de son histoire. Après tout, il n'était installé à Détroit que depuis 1 an et n'avait pas cherché à se faire beaucoup de connaissances. N'était-ce pas normal qu'il préfère rester vague devant tant de curiosité? Rachel s'engagea davantage dans leur histoire, mais peu à peu, elle fut perturbée par son comportement au cours des week-ends. Chaque vendredi soir, Daniel disparaissait, avançant différents prétextes professionnels. Il disait qu'un maître d'ouvrage l'avait contacté d'urgence pour une fuite dans une maison abandonnée, ou que certains outillages devaient être installés avant la venue d'un inspecteur en bâtiment. Rachel remarqua aussi que son petit ami évitait systématiquement de répondre aux questions touchant à sa famille. Selon lui, les relations étaient conflictuelles, alors il préférait couper les ponts. Un jour, elle se demanda si elle ne se fourvoyait pas, si cet homme ne menait pas une double vie, ou s'il ne cachait pas une situation conjugale ailleurs. Une crainte somme toute banale, mais qui commença à la ronger. Pendant ce temps, les détectives chargés des disparitions dans les quartiers industriels accumulaient peu de preuves. Plusieurs victimes manquaient à l'appel et dans 2 cas,
on avait retrouvé des corps portant des marques inquiétantes, accompagnées du même type de bouts de journaux. L'enquêtrice principale tenait un tableau chronologique détaillé. La première disparition semblait dater du début de l'été, et la dernière remontait à tout juste 3 jours. Les témoins interrogés ne fournissaient que des renseignements parcellaires, et la scène médiatique s'emballa autour de l'idée qu'un tueur en série rôdait quelque part dans la ville. La police tenta de calmer le jeu, expliquant qu'il n'y avait pour l'instant aucun lien formel entre toutes ces affaires, si ce n'était la présence de ces papiers déchirés. Le public, choqué, réclamait des explications. Les autorités, en manque de ressources, s'appuyèrent sur des analystes externes et lancèrent un appel à témoins massifs. Rachel, de son côté, ne se doutait pas qu'elle était désormais liée de près à l'affaire. Elle poursuivait son quotidien, jonglant entre ses campagnes publicitaires, ses sorties culturelles et ses escapades avec Daniel, quand il se montrait disponible. Puis vint un jour où elle le vit garer sa voiture devant chez elle, visiblement nerveux. Il prétexta un projet de rénovation urgente et la pria d'aller faire des courses sans lui. Intriguée, elle l'observa de sa fenêtre. Elle remarqua qu'il ouvrait le coffre, marmonnait quelques mots, puis repartait précipitamment. Une curiosité grandissante la poussa à descendre et à regarder par une des vitres du véhicule, d'ordinaire verrouillée. Ce jour-là, la portière était mal fermée. À l'intérieur, elle trouva une petite liasse de vieux articles de journaux datant de plusieurs années et concernant divers crimes violents survenus dans plusieurs États. Un article parlait d'une victime retrouvée au Missouri, un autre relatant un incident inexplicable en Ohio. Il mentionnait à chaque fois la découverte de feuillets aux lettres grattées, ajoutant l'idée d'un éventuel code. Rachel eut le souffle coupé. Elle venait de découvrir un lien entre ces tragédies et Daniel, qui, selon ses écrits, se serait trouvé à proximité de chaque scène de crime, dans des régions différentes, parfois sous une identité alternative. Quand Daniel revint du bâtiment, il surprit Rachel en train de contempler les journaux. Son visage changea du tout au tout. L'expression charmeuse fit place à un regard paniqué et hostile. Il se mit à bredouiller que ce n'était pas ce que ça avait l'air d'être, et qu'elle n'aurait jamais dû toucher à ses affaires. Sans lui laisser le temps de répliquer, il sortit de l'appartement comme un fugitif. Rachel, terrifiée, passa de longues minutes à réfléchir à ce qu'elle venait de voir. Ses pensées se bousculaient. Et s'il n'était pas du tout la personne qu'elle croyait? S'il avait été impliqué dans des faits bien plus graves que de simples mensonges sur son passé rural? Le nom Willis apparaissait ici et là dans les articles de journaux, et il était fait référence à un homme recherché dans plusieurs juridictions. L'une des descriptions physiques correspondait presque parfaitement à Daniel, un individu grand, musclé, dont l'identité n'était jamais confirmée avec certitude, mais qui avait été aperçu fuyant un motel dans l'Illinois après la découverte macabre d'une nouvelle victime. Dans la soirée, Rachel alluma son ordinateur et se mit à fouiller dans les archives numériques de plusieurs journaux régionaux. Certains sites mentionnaient le nom Daniel Willis dans des chroniques de faits divers, d'abord au Kansas, puis dans l'Iowa et en Ohio. Toujours associés à des incidents où 1 ou 2 personnes avaient disparu, pour être retrouvées plus tard dans un lieu abandonné, parfois avec des indices évoquant un message crypté. C'était exactement le genre de papier qu'elle venait de découvrir. Elle tomba ensuite sur un article daté de 2 ans, émis par une petite rédaction du Kansas. L'article expliquait que les enquêteurs soupçonnaient un homme d'être à l'origine d'homicides en série. L'article n'avançait pas de certitude, mais un portrait robot accompagnait la notice, et Rachel reconnut immédiatement la mâchoire, la coupe de cheveux. Elle était sous le choc. Il était clairement question d'un tueur dangereux, passant d'un état à l'autre, et dont le mobile restait énigmatique. Réalisant l'ampleur de la situation, elle prit son téléphone et composa le numéro des services de police. Elle expliqua en tremblant ce qu'elle venait de trouver, ce qu'elle suspectait. La personne qui l'écouta au standard l'assura que des agents
allait se présenter rapidement pour prendre sa déposition. Avant qu'il ne parvienne, Rachel avisa la porte d'entrée, qu'elle entreprit de bloquer, de peur que Daniel revienne. Elle resta prostrée dans un coin, les yeux rivés sur son téléphone. Les officiers arrivèrent, s'identifièrent et recueillirent ces informations. Les détectives responsables des affaires récentes ne tardèrent pas à être mis au courant de ces révélations. Quelques heures plus tard, on fit venir Rachel au poste central de la ville pour un entretien poussé, tandis que l'on lançait un avis de recherche urgent sur Daniel Willis. Dans le même temps, la nouvelle de ce rebondissement fusa parmi les unités de police. Le témoignage de Rachel Henderson concordait avec les hypothèses de la principale enquêtrice, qui voyait d'un coup se dessiner un lien potentiel entre toutes les disparitions. On apprit qu'un véhicule correspondant à la description de celui de Daniel avait été aperçu près d'un des lieux de crime au début du mois précédent. La police, galvanisée, approfondit chaque détail. Un examen des caméras de circulation autour d'entrepôts désaffectés révéla la silhouette d'une voiture fonçant à la tombée de la nuit. Si la plaque minéralogique restait indistincte, la forme du modèle laissait peu de doute. C'était le même type que celui de Daniel. À la suite de cela, un mandat fut établi pour son arrestation. Rachel, de son côté, demeurait sous le choc. Elle venait de réaliser qu'elle avait côtoyé un tueur potentiel. Sa confusion laissait place à une peur viscérale mêlée à un sentiment de trahison. Elle collabora pleinement avec l'enquêtrice et fournit tous les détails qu'elle connaissait des habitudes de Daniel, y compris les zones où il prétendait travailler les week-ends. Les policiers se lancèrent dans une véritable chasse, ratissant les chantiers et entrepôts abandonnés. Au bout de quelques jours, les enquêteurs localisèrent finalement la voiture de Daniel dans une zone industrielle à l'est de la ville, à proximité d'une vieille aciérie fermée depuis des décennies. Ils s'approchèrent prudemment, craignant qu'il soit armé ou retienne quelqu'un en otage. L'endroit était sinistre. D'immenses cuves métalliques rouillées, des rails d'usine partiellement ensevelis sous les gravats et un silence quasi surnaturel. L'équipe d'intervention pénétra dans les bâtiments abandonnés. Dans un recoin, ils aperçurent des marques sombres sur le sol et un matelas crasseux, comme si quelqu'un y avait dormi. Plus loin, des restes de boîtes de conserve et des emballages laissaient à penser qu'un individu errait dans les parages depuis un moment. C'est alors qu'ils tombèrent sur une découverte macabre. Des cartons remplis de coupures de journaux, pour la plupart consacrés à des disparitions et crimes non résolus à travers plusieurs États. Parmi ces cartons, on trouva encore ces fragments de texte mêlant lettres effacées ou réécrites, dont les fameuses mentions Samota, Strack, Duvera. L'analyse révéla qu'ils provenaient parfois de journaux américains, mais aussi de rares publications dans d'autres langues. Pour les enquêteurs, il était clair que Daniel collectionnait tout ce qui se rapportait à ses propres exactions, comme s'il cherchait à compiler méticuleusement ses exploits. Soudain, un membre de l'équipe de recherche signala qu'un homme se trouvait à l'autre bout du bâtiment, retranché derrière une structure en béton. Les policiers tentèrent de négocier sa reddition, braquant leurs lampes torches vers cet abri de fortune. Après un moment de tension, la silhouette se révéla être Daniel Willis lui-même. Il tenait un objet métallique dans la main qu'il jeta au sol avant de lever les bras. Les agents l'interpellèrent immédiatement et le menottèrent, tandis que d'autres sécurisaient la zone, craignant de découvrir encore plus de preuves macabres. Selon des témoins présents, il avait le regard vide, comme si toute son assurance l'avait quitté. Une fois emmené au poste, il refusa d'abord de parler, mais les éléments retrouvés sur place faisaient déjà de lui le principal suspect de multiples homicides. Le procureur fut avisé en urgence et instruisit de l'ouverture d'une procédure pénale. Les charges retenues incluaient, pour commencer, plusieurs chefs d'accusation de meurtre, d'enlèvement et de dissimulation de preuves. Les amis et la famille des victimes attendaient avec anxiété l'issue de cette affaire. Rachel, quant à elle, se mura dans le silence,
submergée par un profond sentiment de culpabilité. Elle se demandait comment elle avait pu être si aveugle, comment elle n'avait pas deviné la véritable nature de Daniel. L'enquêtrice la rassura, lui expliquant que les criminels de ce genre savaient souvent se montrer charmants et manipulateurs. Malgré tout, Rachel se sentit trahie dans ses émotions les plus intimes. Le moment tant redouté du procès arriva quelques mois plus tard. Dans la salle d'audience, bondée de journalistes et de curieux, le procureur fit valoir son argumentaire. Il insista sur la brutalité des meurtres, le caractère répétitif de la méthode et la volonté apparente du tueur de laisser ces fragments de journaux comme un jeu macabre. Les expertises médico-légales confirmèrent la présence de l'ADN de Daniel Willis sur plusieurs scènes de crime, notamment dans l'entrepôt où l'une des victimes avait été découverte. On évoqua aussi des témoignages sur ces déplacements, corrélés par des relevés bancaires, des paiements effectués dans différentes villes où des crimes similaires avaient été perpétrés au cours des dernières années. La défense, représentée par un avocat commis d'office, tenta de semer le doute sur l'exactitude de certaines preuves. L'avocat argua que la collection d'articles de journaux n'était pas une preuve définitive et que certains indices pourraient avoir été plantés par d'autres personnes. Il évoqua un complot potentiel, insistant sur le fait que Daniel, n'étant pas un citoyen stable, pouvait facilement être pris pour cible. Néanmoins, l'ensemble des témoignages, y compris celui de Rachel Henderson, ébranla la crédibilité de cette ligne de défense. Appelée à la barre, la jeune femme raconta sa découverte des vieux journaux et son sentiment d'horreur lorsqu'elle avait compris à qui elle avait affaire. Si sa voix tremblait sous l'émotion, son récit parut sincère, corroboré par l'examen des communications téléphoniques qui montraient l'urgence avec laquelle elle avait contacté les autorités. Le procès dura plusieurs semaines, durant lesquelles on exposa au grand jour les photos des scènes de crime, les résultats d'autopsie et de multiples comptes rendus d'experts en criminologie. Pour le jury, il ne faisait pas de doute que Daniel Willis était l'auteur d'une série de meurtres, sur un laps de temps plus long que ce qui avait été initialement soupçonné. Ces trajets dans divers États, sur une période d'au moins 5 ans, laissaient présager que la liste de ses victimes pourrait être encore plus longue que les cas officiellement répertoriés. De nouvelles enquêtes furent ouvertes afin d'examiner des disparitions non élucidées dans les régions qu'il avait fréquentées. Les procureurs insistaient sur la nécessité de rendre justice aux familles touchées, et l'on espérait tirer de cette affaire un signal fort contre les crimes en série. Lorsque le moment du verdict arriva, la salle d'audience retint son souffle. La juge, imperturbable, prononça la culpabilité de Daniel Willis pour plusieurs meurtres prémédités, enlèvements et falsification de preuves. Elle souligna dans son discours la cruauté avec laquelle il avait opéré, sa propension à profiter de la vulnérabilité de ses victimes et l'horreur psychologique que constituaient ces petits messages obscurs laissés sur les lieux. Elle évoqua les risques qu'il représentait pour la société et la nécessité de le maintenir sous les verrous. Finalement, la peine prononcée fut la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Cette décision, accueillie par un profond soulagement de la part des proches des victimes, marqua la fin officielle d'une traque de plusieurs années. Après le procès, le choc émotionnel persista au sein de la communauté. Les habitants, qui craignaient de croiser un tueur en série dans les rues de Détroit, purent enfin souffler, mais la peur laissa place à une certaine méfiance. Plus personne ne voulait faire confiance aux inconnus de passage, et les initiatives de solidarité au sein du quartier eurent du mal à retrouver leur spontanéité d'autrefois. Rachel, qui joua un rôle essentiel dans l'arrestation de Daniel, tenta de reprendre le cours de sa vie. Toutefois, elle dut faire face à des interrogations sur sa propre capacité à discerner le vrai du faux. Elle passa plusieurs semaines en thérapie, tâchant de surmonter la culpabilité de n'avoir rien deviné plus tôt. Ses amis la soutinrent du mieux possible, et elle finit par accepter l'idée qu'elle avait été manipulée par un individu particulièrement retors. L'enquêtrice principale, après avoir clos le dossier,
rédigea un rapport détaillé sur la façon dont ces crimes auraient pu être stoppés plus tôt si la coordination entre plusieurs États avait été renforcée. Ce rapport fut transmis aux autorités fédérales, qui y virent un cas d'école de tueurs itinérants se faufilant dans les failles administratives et profitant du manque de communication entre juridictions. Des associations de familles de victimes firent saillie pression pour améliorer les bases de données partagées, plaidant pour que ce type d'affaires ne puisse plus se répéter avec une telle facilité. Le souvenir de cette série de meurtres conserva une place marquante dans les archives criminelles de Détroit, et l'affaire devint un exemple cité dans les formations de police pour illustrer combien un criminel déterminé et adaptable peut semer la mort sur un vaste territoire en sachant masquer ses traces. Pour ma part, j'espère que ce récit vous aura éclairé sur la complexité de ce dossier et sur le chemin éprouvant vers la vérité. En tant que femme racontant ces faits, j'ai ressenti l'angoisse profonde de Rachel et la nécessité pour elle de se reconstruire. J'admire son courage, car malgré ses peurs, elle a eu la force de faire éclater la vérité. Je vous remercie d'avoir suivi cette histoire jusqu'à son dénouement. Je suis heureuse de vous avoir eu à mes côtés jusqu'au bout. Je vous invite à parcourir mes autres vidéos. Vous y trouverez d'autres récits fascinants et des enquêtes toutes aussi passionnantes. N'hésitez pas à continuer à me suivre, car je prépare déjà de nouvelles histoires à vous présenter, et j'espère qu'elles sauront vous captiver autant que celle-ci. Encore merci à vous, et à très bientôt.